Bonjour à tous. Donc, on va commencer cette conférence. Il est l'heure, ça fera probablement venir d'autres personnes. C'est une conférence aujourd'hui sur la géothermie nouvelle génération. Comment est-ce que la géothermie est en train de devenir un écosystème d'innovation? La géothermie, c'est une énergie qui est assez vieille, on va le rappeler, et qui est en train de connaître un renouveau aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est un peu le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Il y a de nouvelles techniques de forage qui apparaissent et qui entraînent de nouveaux investissements, des projets de recherche, notamment de la part des sociétés pétrolières. Donc c'est aussi un moyen de faire entrer les sociétés pétrolières dans les énergies décarbonées. Avec la multiplication des startups géothermiques, et on en a deux ici avec nous, les gaziers, les pétroliers sont au rendez-vous en développant le transfert de compétences techniques, l'investissement dans les entreprises innovantes et le déploiement de nouvelles technologies prometteuses. Voilà. Donc on va essayer de dresser un tableau un peu des avantages, des défis, des innovations d'un secteur qui est en train de bouger. Pour ce faire, on accueille à nos côtés Dawn Michelle Owens, qui est directrice du développement de Fervo Energy, qui est une entreprise américaine. Donc Dawn est américaine, elle parle en anglais, donc she will be answering in English to our questions, but the others intervenants will speak in French. Donc Alice, bonjour, vous êtes CEO de Géosophie et donc vous aussi, vous êtes CEO d'une start-up dans le domaine de la géoénergie, vous allez nous expliquer ce que c'est. Et puis Maximilien de Maisonneuve, directeur du cluster géothermie chez Vallourec. Et donc vous représentez plutôt la grosse entreprise qui est en train de se diversifier aujourd'hui dans la géothermie. La vieille start-up. Voilà, c'est ça, la vieille start-up, c'est un très bon moyen de se présenter. Peut-être pour commencer rapidement, si vous pouvez vous présenter une minute, ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous êtes ici, et puis ensuite on rentrera directement dans le feu des questions. Dawn, maybe the mic is on, you can speak in it directly. Could you please present yourself in 1 minute? Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai essayé de présenter en français, mais après, j'ai changé d'anglais, d'accord? OK. Bonjour à toutes et tous. Et merci pour m'avoir donné l'occasion de discuter avec nous. Fervo Energy était une société de développement géothermique de nouvelle génération qui prouve les innovations perfectionnées dans l'espace pétrolier et le gazé des 10 et 15 dernières années, telles que la détection par fibre optique distribuée, le forage horizontal et les technologies avancées de l'entrepain, prouvent être utilisées en géothermie pour débloquer un minimum de 100 gigawatts d'énergie géothermique d'ici 2050. Merci. Le numéro en français, c'est difficile pour moi, pardon. Aux États-Unis seulement. Mais non, pour mettre les choses en perspective, même si les États-Unis sont à la tête du monde en termes de la protection d'énergie géothermique, en grande échelle, l'énergie géothermique n'est représentée encore aujourd'hui que moins de 0,5% de la protection électrique aux États-Unis. Le déploiement ressuscité de la géothermie de nouvelle génération augmentera le potentiel géothermique jusqu'à 15% la production électrique globale et est essentiel pour parvenir à un réseau électrique sans carbone et moins coûteux d'ici 2050. Thank you very much. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est pas très facile pour elle. Merci, c'est tout. And we'll skip and we'll go in English from now. Alice? Oui, alors moi je suis CEO fondatrice de Géosophie. On va parler de géoénergie. La géoénergie, ça consiste à aller sous la terre, on s'enfonce de quelques mètres, chercher la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. C'est ce que les animaux font très naturellement en faisant des terriers. Nous, on n'a pas forcément envie d'aller vivre dans un terrier, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait circuler de l'eau sous terre pour aller chercher cette fraîcheur ou cette chaleur.
sachant que la température qu'on va chercher, c'est plutôt 12-15 degrés, donc il faut une pompe à chaleur pour faire le complément. Et maintenant, ce que fait Geosophie, c'est un moteur de recherche qui permet de savoir très facilement et très rapidement pour une adresse donnée si c'est une technologie intéressante à la fois techniquement et financièrement. Merci beaucoup. Et donc, Maximilien. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc Vallourec est une vieille société, comme l'a dit Steven, où on fait des solutions tubulaires, donc des tubes en acier pour l'énergie, principalement à plus de 70% dans le monde entier. On a des implantations un peu partout. Et je dois vous avouer que jusqu'à récemment, ça fait 16 ans que je travaille pour eux, mais j'étais dans le pétrole, jusqu'au cou. Mais depuis quelques années, Vallourec a initié cette transition énergétique. On n'est pas une ONG, donc il faut qu'on arrive à transformer notre business actuel dans ces énergies dans le futur. Et donc la géothermie fait partie des axes de développement, sachant qu'on livre la géothermie depuis une quarantaine d'années quand même, pour ce on va appeler la géothermie classique, c'est-à-dire un puits d'injection qui injecte de l'eau dans le sous-sol, elle se réchauffe et elle remonte. Et pour ça, il faut mettre des tubes pour que ça ne s'écroule pas. Alors voilà. On rentrera dans le détail justement de ça juste après. Je voudrais commencer par une question assez simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, la géothermie c'est une très vieille énergie, probablement une des plus vieilles énergies. Et pourtant elle n'a pas vraiment émergé au moment du boom des ENR, quand on a eu l'explosion du solaire et de l'éolien notamment. Et pourtant aujourd'hui, à l'instar de l'hydrogène, même si c'est encore un peu poussif par rapport à l'hydrogène, on sent le secteur frémir. Pourquoi est-ce que c'est simplement maintenant qu'on se met à parler de la géothermie ? Maximilien, peut-être. Alors déjà, pour démystifier, ça existe effectivement depuis longtemps, plus de 100 ans en Italie par exemple. Mais par exemple, le bassin parisien est chauffé pour plus d'1 million de personnes par ce qu'on appelle le Dogger, qui est un réservoir d'eau chaude à 2000 mètres de profondeur. Et ça, personne ne le sait. Donc en fait, il y a peut-être un déficit de communication là-dessus. Mais effectivement, on n'a pas su continuer ce développement de façon régulière dans le monde entier. Il y a quelques pays, je dirais l'Indonésie, les Philippines, qui ont beaucoup développé, un peu en Afrique. Mais sinon, ça ne s'est pas beaucoup développé. Alors pourquoi ça change aujourd'hui ? Je pense que tout le monde a compris que l'urgence est là. Mais c'est aussi le fait qu'il y ait des startups qui aient développé aujourd'hui des technologies pour enlever les problèmes inhérents à la géothermie. Je vais les citer rapidement. Pour un projet de géothermie, il faut 3 choses. De la chaleur. Donc plus on descend dans le sol, plus on trouve de la chaleur. Donc ça, je dirais qu'il n'y a quasiment aucun risque, sauf que ça coûte de plus en plus cher d'aller plus profond. Il faut de l'eau. Et ça, on ne le sait que quand on fait le premier puits et qu'on creuse dans le sol pour voir s'il y a de l'eau. Et la troisième chose, c'est la porosité qui permet en fait de faire circuler de l'eau au milieu des roches à grande profondeur ou quand les systèmes sont pas fermés, il faut créer cette porosité. Donc c'est des risques que tous les projets de géothermie connaissent et en fait toutes les startups essaient de travailler sur des solutions pour éliminer ces risques. Et on va discuter de ces solutions aujourd'hui. Mais c'est une énergie qui est disponible tout le temps, donc ça c'est un gros avantage, mais qui jusqu'à présent demandait de faire des gros capex, des investissements colossaux, avant même d'être sûr de pouvoir produire de l'électricité. Donc c'est une des raisons pour laquelle ça ne s'est pas développé, mais que maintenant, face à l'urgence, les choses ont changé drastiquement dans les dernières années. Dawn, you would like to react, maybe? Yes, absolutely. En fait, je comprends, mais I can't respond in French, so I will in English. I think that's exactly right. And I think the 3 things that you talked about, it is exactly that. And for me, it all comes down to cost. So why is geothermal not been widely deployed? I'll speak mainly from the utility scale energy deployment sector because geothermal can mean different things, but Fervo is a utility scale geothermal electric developer. And so I'll speak from that perspective. And from that perspective, you know, the widespread deployment of other renewable energies like wind and solar is simply because they've been more cost effective to deploy. And
I think it's exactly right that there's been a lot of advancements that have not cross-pollinated industries in the last 10 to 15 years, and that's exactly what Fervo is doing to help reduce that cost, that levelized cost of energy for geothermal. And so does it get as cheap as wind and solar? No. But when you have a large amount of wind and solar on a grid, say around 20 to 30% of renewable penetration on an individual grid, you start to see problems like we've had in California. You know, last month we were at 33.6% total renewable development, and you see these huge swings in intermittent prices and issues of the grid. I just sat in on the smart grid. It was very interesting to see how they're going to manage that with smart grid technologies as well. But whenever you get to that point, if you want to be to a full sans carbone grid and you want to go at the pace that you need to go, you have to have a renewable energy that can produce around the clock. And so we're seeing in the United States and some internationally, buyers are starting to recognize that, and they're starting to sort of match the true cost, the marginal cost of adding an additional megawatt or kilowatt of solar versus the marginal cost of adding geothermal. And when you look at it that way, of course it's exploding, and that's what we're seeing in the United States. Alice, vous, quand vous arrivez, que vous expliquez que vous faites de la géoénergie, est-ce que les gens comprennent ou il y a quand même encore pas mal comment dire, de travail, d'explication à faire? Alors oui, pédagogie, voilà, c'est ce que je cherchais. Je ne sais pas, j'aurais pu commencer par une interro d'abord. Alors peut-être qu'ici on a un public un peu choisi puisqu'il est venu spécifiquement à cette conférence. Mais de base, si je demande dans la rue qu'est-ce que vous connaissez comme énergie renouvelable, on va nous citer le solaire et l'éolien et on ne va jamais nous citer la géoénergie. Alors je fais un petit point de vocabulaire. Pourquoi je ne parle pas de géothermie, moi? Parce que ce n'est pas de la chaleur qu'on va chercher. Nous, c'est vraiment du froid, en fait, du froid et du chaud. Et c'est pas le même principe physique, hein. On s'enfonce pas avec chercher la désintégration de roches radioactives qui chauffent beaucoup. On va jouer sur l'inertie du sol. Donc, un petit point de vocabulaire. Mais donc oui, effectivement, personne ne connaît. Alors attention, personne ne connaît en France. Et contrairement aux autres, là on parlait effectivement de coûts et de risques qui font partie des problématiques. Mais il y a aussi une grosse problématique politique et une grosse problématique de qu'est-ce que les énergéticiens aiment bien faire. Parce que quand on regarde dans certains pays européens comme la Suède, dès le premier choc pétrolier, ils se sont massivement équipés en géoénergie. Je parle bien de géoénergie, de peu profonde. Et aujourd'hui, c'est 20% de leur logement et ils ont 5 fois plus d'installations par an ramenées au nombre d'habitants qu'en France. Autre exemple, les Pays-Bas qui ont interdit le gaz, juste après, plus 89% pour la géoénergie. Donc il n'y a pas que le coût et les risques, il y a aussi beaucoup un facteur politique et un côté, notamment dans le cadre de la géoénergie où c'est une énergie en fait locale et thermique qui se transporte très mal. Ça ne plaît pas trop aux énergéticiens. Les énergéticiens, dans leur modèle historique, ils aimaient avoir une source d'énergie qu'on envoie ou qu'on véhicule partout. Et ça marche en électricité, ça marche avec un réseau de gaz. En thermie, on fait des réseaux de chaleur, mais c'est beaucoup plus limité. Donc on est en train de changer aussi d'état d'esprit. On ne se dit plus j'ai une source qui produit à plein d'endroits, mais j'ai plein de petites sources. Et ma source est locale et permet à mon bâtiment d'aller vers l'autonomie énergétique. Ce changement-là, il est avant tout politique. Alors Maximilien, tout à l'heure, vous disiez que la France, finalement, a déjà commencé à développer cette énergie depuis assez longtemps. Est-ce qu'on sait à quel point, notamment par rapport à d'autres pays d'Europe, la France est en avance sur le sujet? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des sociétés comme Engie, Storengy, l'une appartient à l'autre, mais qui ont développé tout ce chauffage urbain en France et qui aujourd'hui le développent plutôt à l'étranger qu'en France. Il y a peu de projets aujourd'hui en cours en France. Parce qu'il y a deux choses, il y a la chaleur. Il y a la chaleur et la production d'électricité. Ouais. Donc ça, la production d'électricité, aujourd'hui, elle n'est qu'en Alsace, alors qu'il y a un potentiel réel. Alors, il y a eu des problèmes, effectivement. Il y a un projet qui a eu des problèmes. Mais par rapport au nombre de projets, au nombre de réseaux alimentés par la géothermie, c'est pas grand-chose. Après, bien sûr, il faut que les choses soient faites proprement, correctement, avec le suivi du sismique
pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impact sur la population. Mais c'est vrai que ça a donné une image et qui a donné un peu un coup d'arrêt, entre guillemets, à la géothermie pour l'électricité. Par contre, on voit de plus en plus que c'est une énergie qu'on ne vient pas aller chercher ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Qu'on a des sociétés qui savent faire ça parce que c'est tout un écosystème de petites, moyennes et grandes sociétés. Il y a des sociétés aussi de géologues qui connaissent bien comment faire l'assessment, enfin l'étude des sous-sols pour pouvoir faire les projets comme il faut. Donc il y a vraiment moyen. Il y avait une réunion hier de l'association de la géothermie et on disait en rigolant, soyez confiants parce qu'il y a 5 ans, il n'y avait plus de nucléaire en France. Là maintenant, il y a 14 réacteurs. Dans 5 ans, à la fin du mandat, ce sera peut-être l'explosion de la géothermie en France. Donc voilà, il y a un vrai potentiel autant des entreprises que des projets faisables en France. Donc ouais, ce qui est important aussi, c'est de dire que du coup, il y a un savoir-faire, il y a un vrai savoir-faire en France qui a peut-être moins ailleurs ou... Alors, c'est plus sur la géothermie traditionnelle. Il n'y a pas encore, à mon goût, assez de start-up, comme les nombreuses start-up aux États-Unis, comme Fervo, sur la géothermie profonde, pardon Alice. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi beaucoup plus de géothermie pour le cadre privé qui se développe, parce que c'est complémentaire, entre guillemets. So we spoke about the French territory, but what about the United States? How is the geothermal sector here? Sorry. Yeah, I think there's some interesting parallels. So the first is that we also, I'm gonna also speak primarily about California, just because this is where we're pushing forward a lot of geothermal. But we also had several large nuclear projects in California that were, through various political pressure, need to retire, as well as a lot of gas projects that needed to retire. And as those retirements of those large sort of base load facilities are anticipated, as well as the high penetration of renewables that we're seeing are kind of lining up with our aggressive zero carbon by 2050 goals in California. We recently just had sort of like a group awakening within California where we realized we don't have enough capacity. And we had a sort of an emergency capacity procurement mandate that was handed down where a minimum of 1,000 megawatts need to be contracted and installed and online by 2026 in California. And just for perspective, over the last 5 years, in California, we had 25 megawatts of geothermal come online. So this is, maybe not for other industries a large explosion, but for geothermal in the United States, this is a huge increase. And so I would, in my opinion, say that sort of we're already there in California. We're already there where people are realizing that electric geothermal, needs to be procured and needs to be installed, and then investments need to be made. And I think that's why companies like mine are being funded by Breakthrough Energy Ventures, and why companies like Google are partnering with us to accelerate the deployment of our technology, because there's sort of this grand realization that the time is now and we need to get going. Maximilien, si finalement on a ce développement de l'énergie, de la géoénergie nouvelle, la géothermie nouvelle génération, c'est aussi parce qu'il y a des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide overview de ces technologies qui sont nouvelles et qui se développent dans la géothermie? Alors, pour essayer de faire très simple, il y a 2 types de nouvelles technologies. L'une qui est ce que fait la société Fervo, qui est de créer le réservoir, mais c'est une chose qui ne pourra pas se faire en Europe, parce que le fracking est globalement interdit, donc la fracturation hydraulique est interdite en Europe, mais c'est en fait faire des forages latéraux, comme ce que vous avez peut-être entendu parler pour le shale gas aux États-Unis. Donc c'est le même principe, c'est en fait créer la porosité naturelle, et dans ce cas-là, on fait circuler de l'eau
pour la réchauffer au contact de la roche. Ça, c'est le premier type de technologie, mais on pense que l'Europe ne changera, à mon avis, pas trop la législation. Le deuxième type, c'est de faire ce qu'on appelle une closed loop, c'est-à-dire un circuit fermé, où l'eau circule sans pénétrer à l'intérieur de la roche. Donc l'échange de chaleur se fait au bord du trou, enfin du puits, et il y a différents modèles de boucles fermées. Il y en a qui font dans un seul puits, il y en a qui font avec 2 puits, avec des systèmes de ramification. Mais en fait, il y a, dans les 2 cas, c'est une partie des technologies qui viennent du pétrole et du gaz qui sont appliquées dans ces startups, testées, validées, et qui permettent, en fait, avec ces systèmes où on crée le réservoir ou avec un système de boucle fermée, on peut virtuellement mettre de la géothermie partout. Mais quand je dis partout, c'est partout, sauf les zones peut-être où il y a des tremblements de terre. Mais dans le pire des cas, c'est de l'eau qui jaillira, donc le risque est quand même très limité. D'accord ? Mais virtuellement, avec ces technologies, il suffit d'aller suffisamment profond pour en mettre partout. Donc la ressource est là, elle est illimitée et comme disait Dawn, elle est disponible 24 heures sur 24. Alors, Alice, avant de parler de la géoénergie en long, en large, en travers, on va prendre vraiment le temps d'en parler. Désolé, mais je voudrais juste faire rebondir Dawn sur ce que vient de dire Maximilien. Dawn, how do you work with Fervo? Which kind of technology do you use, and what is your solution, basically? Yeah, absolutely. So, as I tried to say, but I have no idea if it actually came across in my very bad French, pardon me, we are really cross-pollinating a lot of technologies that have been used in the oil and gas space and have been perfected over the last 10 and 15 years in the oil and gas space. Primarily, what we are doing different than traditional geothermal is 3 things. One, we're using distributed fiber optic sensing and that data, which does a lot of different things, and I'll talk about that in a little bit, but that's because of the way we're drilling our wells, which is different. We're also using horizontal drilling, which actually, small shout out to France. You guys actually drilled the first geothermal horizontal well outside of Paris. So if I understood correctly, I know that there may be some hesitation around some of these newer drilling techniques within Europe, but I would sort of point out that they've already been done successfully here, and this isn't something that is scary or new. In fact, the very first one was done outside of Paris, designed by a French engineering firm and executed for a district heating system in Paris that functions very well. So that's the sort of the second technology innovation. And then the third is using advanced completion techniques as well. And those are only done occasionally and if necessary. But what that does is that allows us to access a resource, a geothermal resource that previously was uneconomical. It was previously we were not able to get to this resource economically and get a geothermal electric plant online. Because we no longer have to go to a traditional geothermal system would go to look for natural fracture zones, and there's a very limited amount of those within the world. And let's just be honest, predicting subsurface conditions is difficult. It's very difficult to say what's 3,000 kilometers underneath the Earth's surface for anybody, right? And so in traditional geothermal, what they would do is they'd say, use different techniques. They would drill straight down, and then they would try and drill another straw to over here, and then they would just hope that the natural fracture zones in between those would lead water to kind of find its way from one hole to another. Stick the straw in here, stick another straw in here, and pull it up. Well, what ends up happening is that, they get it wrong. And they drill a hole, and it's not where they thought it was, and there's no connectivity to the other well. So they have to drill another hole, and another hole, and another hole. And those are like $3 to $5 million minimum a piece. So that is when you're talking about the high installed cost of geothermal that's built in.
What we are able to do by drilling horizontal and then also casing our wells using vendors like Valorec, using not just a dry hole, meaning not just an empty hole in the ground, but actually casing it, we're able to put advanced distributed fiber optic cable on that entire run and then go lateral. And when we go lateral, we increase our ability to actually access other zones, which means we don't actually have to go into naturally large fracture zones, which can do all kinds of different things in geothermal. If you're drilling directly into fracture zones, you're more likely to create seismic activity. You are more likely to be able to have what we call lost circulation, which is essentially just not being able to continue because you've hit such a large natural fracture. And you're able to connect. So essentially now, every well you drill is a productive well. And as you do that more and more over time, you decrease the price of the overall LCOE, you standardize, and now all of a sudden, as Maximilian said, geothermal is accessible for everyone in the world, anywhere. Thank you very much. Alice, vous aussi, vous venez de l'oil and gas au début, donc vraiment tous les trois, vous montrez que finalement la géothermie est vraiment intimement liée à ce secteur au départ. Comment est-ce que vous en êtes venu à l'exploitation de la géoénergie, et puis qu'est-ce que c'est que la géoénergie? Comment vous fonctionnez vraiment avec Géosophie? Oui, alors, effectivement, moi je viens du même milieu et j'ai commencé, pour la petite histoire, en Allemagne à faire des puits de géothermie profonde. Mais en montant Géosophie, je me suis plutôt tournée vers le domaine de la géoénergie parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait énormément de choses à transférer aussi des aspects pétroliers, notamment les aspects de modélisation, qui est une des choses qu'on fait, qui peuvent servir de façon sous-jacente à simplifier le discours. Et pourquoi ? C'est parce que donc nous, on ne s'adresse pas à des villes, on s'adresse pas... Enfin, vraiment, on est sur des types de projets. Vous avez compris, géothermie profonde, c'est tout de suite des très gros projets qui prennent plusieurs années. Peut-être qu'on peut rappeler que pour la géoénergie, c'est pour ça que je n'aime pas trop parler de géothermie. Thermie, c'est vraiment la chaleur, c'est ce qu'on va chercher dans le sol. C'est pour ça que je préfère parler de géoénergie. Nous, c'est pas de la chaleur, c'est de l'inertie qu'on va chercher. Et ça fonctionne à partir d'une maison individuelle qui peut mettre un échangeur préformé sans même faire de forage avec en fait ce qu'on appelle un échangeur compact. On fait un trou dans le jardin et on met un tube comme ça qui échange le froid et le chaud avec le sol. Donc ça, c'est la toute petite installation. Et on travaille sur des plus grosses installations qui, pour le coup, ressemblent plus à des forages de géothermie profonde, même si ce n'est pas les mêmes températures qu'on va chercher. Et dans ces cas-là, on va chercher l'eau des aquifères qu'on remet, donc avec 2 forages, exactement ce dont on parlait en profond, mais ramené à des surfaces beaucoup moins importantes. Et donc, effectivement, il y a aussi un transfert de technologie intéressant à faire parce que notre observation, du moins au sein de Géosophie, c'est qu'il y a eu énormément d'argent qui a été mis en R&D dans le secteur pétrolier et que notamment ça a permis d'explorer toutes les subtilités dont on parle là de complétion souterraine. En fait, on peut les imaginer aussi à beaucoup plus petite surface et du coup, grâce à ça, faciliter l'accès et toujours diminuer les coûts de cette technologie-là. Peut-être qu'on peut rappeler aussi, c'est la profondeur en fait, avec laquelle on peut aller chercher la fraîcheur ou la chaleur. Par exemple, sur la géothermie profonde, on parle de profondeurs qui vont de combien à combien pour la géoénergie. Alors, c'est quoi en géothermie profonde, alors c'est vous qui allez me corriger, mais classiquement, on parle de plusieurs kilomètres. On est dans des forages qui sont très proches de forages pétroliers. Donc typiquement, là, on citait le Dogger, 1,5 km sous Paris. Il y a, en Alsace, c'est plutôt 5 km de mémoire. Alors qu'en géoénergie, à l'échelle, on va maximum à 200 mètres. Donc en fait, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes échelles, ni de profondeur, ni de taille de projet, forcément. En revanche, la technologie est assez similaire puisque donc, vous mettez un tube et l'idée c'est qu'il y ait de l'eau qui circule et qui ramène donc de la chaleur ou de la fraîcheur en fonction des besoins, quoi. Tout à fait. Si on regarde de très loin, c'est toujours de l'eau qui va dans la terre, donc il y a toujours les aspects non intermittents. Il y a un autre aspect qu'on peut avoir très spécifique à cette géoénergie, c'est une notion de stockage intersaisonnier, parce qu'en fait, un bâtiment qui a des besoins de chauffage et de rafraîchissement, ce qu'il va faire, c'est que l'hiver, il va prendre les calories du sol et l'été, il va les restituer dans le sol. Et donc, soit il restitue naturellement juste ce que lui produit, soit il y a des couplages intéressants à faire avec d'autres énergies thermiques renouvelables comme le solaire thermique, qu'on oublie aussi beaucoup trop en France.
Le solaire thermique, c'est tout simple, c'est mettre un tuyau sur son toit pour aller faire chauffer de l'eau. Et typiquement, on va plus produire d'eau chaude avec du solaire thermique pendant la saison, pendant l'été. C'est pas le moment où on en a le plus besoin. Mais si on utilise le sous-sol comme stockage, ça peut permettre de récupérer cette chaleur à un autre moment. Donc en fait, je commençais avec les animaux, c'était assez intentionnel. C'est quelque chose de très instinctif et d'assez basique, beaucoup de bon sens. Et il s'agit maintenant de le déployer. Et sur le plan de la compétitivité, comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous vendez aussi vos projets? J'imagine qu'il y a des ROI sur un certain nombre d'années. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors les ROI donnés par l'ADEME sur les projets qui se font sont en général entre 9 et 13 ans en moyenne. Après, justement, il y a quelque chose qui est aussi inhérent à ces technologies qu'on essaye de résoudre au sein de Géosophie, c'est le fait que le ROI est assez compliqué à calculer puisqu'il dépend déjà du type de technologie qu'on va utiliser dans le sous-sol et il dépend, si on va chercher de l'eau, de la profondeur de la nappe. Donc on se rend bien compte que c'est un frein et c'est pour ça qu'en l'occurrence, c'est exactement là-dessus qu'on a travaillé. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'un propriétaire sache très vite combien ça va lui coûter, est-ce que techniquement c'est possible ou pas, pour qu'il n'écarte pas le sujet d'emblée, mais au moins se pose la question. Sur la question de la compétitivité, Maximilien, alors tout à l'heure, Dawn en a un petit peu parlé, mais comment est-ce que se positionne aujourd'hui la géothermie par rapport aux autres ENR, par exemple, et puis par rapport au prix de l'énergie, tout simplement? Alors, Madame disait qu'effectivement, je la voyais réagir à la compétitivité. Effectivement, c'est le point essentiel, parce qu'on est tous à essayer d'avoir les mêmes investisseurs qui viennent dans cette technologie. Je disais que dans la géothermie conventionnelle, il fallait mettre beaucoup d'argent sur la table avant d'être sûr de récupérer une partie de sa mise. Mais je dirais qu'après, pour l'utilisateur, il a entre 20 et 30 ans de prix stable de son énergie, que ce soit de la chaleur ou que ce soit de l'électricité. J'habite à Rueil-Malmaison, le contrat avec Storengy, c'est 30 ans, à un prix fixe. Donc, ça a quand même beaucoup d'avantages. Deuxièmement, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le nombre de puits de géothermie profonde dans le monde, c'est moins d'1 millier. Rien qu'aux États-Unis, ça doit être 18 000 puits par an. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est-à-dire que le jour où on développe ça beaucoup plus avec ces nouvelles technologies, qui viennent en grosse partie de ce qui a été fait aux États-Unis, où les coûts ont été divisés quasiment par 10, le prix va baisser naturellement. Okay, et deuxièmement, le fait que ces startups bossent sur des modèles qui sont en fait, on dit scalable, c'est-à-dire qu'on peut faire un puits, puis après un deuxième, mais on peut mettre en route dès le premier puits. On n'est pas obligé d'attendre un système complet de puits pour mettre une fois qu'on a enfin la puissance qu'on va générer dans la géothermie conventionnelle, on construit enfin la centrale géothermique. Les projets prennent entre 5, 7, 8 ans. C'est sûr que c'est beaucoup trop long. Donc il y a une partie d'améliorer la vitesse des permis et compagnie, mais quand on sait vite démarrer de la production, les rendements, les retours sur investissement sont beaucoup plus rapides. Et puis aujourd'hui, la compétitivité est de toute façon meilleure que le pétrole et le charbon. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Par contre, on est en concurrence effectivement avec le solaire et l'éolien, mais l'éolien terrestre, c'est 24%, je crois, de puissance délivrée par rapport à la puissance installée. En offshore, ça doit être 40%. La géothermie, c'est 92%. C'est-à-dire, c'est quasiment, sauf des opérations de maintenance, c'est tout le temps en route et disponible. Donc, eux, ils ne prennent jamais en compte ce que va leur coûter, par exemple, en spot, d'aller acheter de l'électricité quand leur installation n'est pas capable de produire. Voilà. Donc, c'est pour ça l'avantage de la géothermie. C'est pour ça que, là, on parlait d'arriver à convaincre aussi certains de payer parfois, aujourd'hui, notamment en Californie, un peu plus cher que le solaire ou l'éolien, mais en disant, ce prix, il est fixe. Et ça, c'est la vraie compétitivité de la géothermie aujourd'hui. Some companies have done this step forward. You're working with Google. Maybe you can explain the project.
Yeah, sure. I can explain a little bit about our partnership with Google. So, we are working with Google on a project in Nevada that it's our first commercial project that Google is helping to support, and it will support their data centers there in Nevada, because Google has really been at the forefront of pushing forward not only carbon-free electricity matching, but matching with time base as well. So their 24/7 carbon initiative says that they want to ensure that all of the electricity that they use in every individual hour is being generated with renewable energy or carbon-free energy in that particular hour. And so that's a pretty big, tall order for a company like Google that has a massive load, international footprint of data centers with 24/7 electricity demand. So our partnership with them is to initially prove out the technology. We've sort of drilled and proved the pilot, the technology itself, but the commercial aspect of it, and then beyond to help power Google's data centers around the world with carbon-free energy. And the aim of using this technology is also to reduce the curve with the other energies, sustainable energies that they use, solar or wind. Exactly. So Google has put us through 2 years of diligence, just to give you an idea of what we've been with them through. 2 years of diligence on sort of understanding, I heard Maximilian talk a little bit about the sort of the cost reduction curve. And so we've essentially proven out with Google all of the learning curve that we will use on project 1, 2, 3, 4, 5, so that by the time we get to project 250, geothermal is extremely competitive with other renewable energy, and it would be matched with their other wind and solar. And if you think about this from an individual company's perspective, you can also think about it from an overall grid perspective, right? The grid has the same problem. They have a demand, and they have different types of electricity that they're meeting that demand with. And so it's been some pretty interesting analysis for us to sort of see what is that least cost, quickest solution to a zero carbon solution. Alice, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qu'est pour vous un projet un peu standard, comment est-ce que vous l'abordez, et puis finalement comment est-ce qu'il se met en place, voilà, si vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, ce serait super. Oui, alors déjà la première étape pour un projet, c'est de regarder est-ce qu'il y a un risque géologique. Dans le cas de la géoénergie, les risques dont on parle, c'est est-ce qu'il y a des roches qui gonflent, est-ce qu'il y a des roches qui se dissolvent, est-ce qu'il y a de la pollution, est-ce qu'il y a de l'eau potable. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible gratuitement sur notre site. En fait, on a compilé ces bases de données de risque, et s'il n'y a pas de risque, à ce moment-là, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de déterminer, alors pour le coup, on se base sur nos modèles souterrains. On a fait un jumeau numérique du sous-sol français pour savoir quelles étaient les ressources disponibles, à quelle profondeur elles étaient. Et sur cette base-là, donc le sous-sol ne suffit pas. En fait, il faut le coupler avec des modèles de bâtiments. Un de nos partenaires, c'est l'IGN, et donc on modélise le bâtiment parce que les deux sont autant importants. Et grâce à ça, on donne pour un projet donné, on demande quelques informations complémentaires en plus de l'adresse. Et ça permet de savoir combien ça va coûter et quel pourcentage de consommation du bâtiment ça fournit. Et c'est ce qu'on appelle une opportunité. Si cette opportunité est validée, on passe en faisabilité. Cette fois-ci, on demande plus d'informations et on met en place le réseau de partenaires qui vont venir pour faire les forages. Et nous, typiquement, on se positionne comme AMO pour ne surtout pas abandonner les propriétaires des bâtiments au moment de la mise en place du suivi d'exploitation, qui est aussi une étape absolument clé, parce qu'en fait, ces technologies dont on parle, elles peuvent durer 50 ans. On ne l'a pas mentionné, mais la durée de vie des forages géoénergétiques, c'est 50 ans, à condition de ne pas être trop loin du design ou d'utiliser la ressource de façon raisonnée. Parce que je disais, on prend de l'énergie au sol, on la remet. Encore faut-il qu'il y ait un bon équilibre et qu'on ne dérive pas dans le temps dans notre façon d'exploiter cette ressource-là.
Donc voilà comment on procède avec nos clients qui sont aujourd'hui plutôt des foncières ou des collectivités. Merci. Maximilien, donc comment aujourd'hui Vallourec fait quand même une grande partie, la majorité de son chiffre d'affaires avec des compagnies oil and gas. Comment est-ce que vous voyez la géothermie, son développement, quelle place ça a chez Vallourec? Alors, je dirais que nos clients opérateurs n'ont pas une grande appétence pour la géothermie. Il y en a qui sont rentrés dedans puis ils sont repartis. Certains commencent à regarder pour décarboner leurs activités. Ou d'autres sont plutôt dans la partie R&D à dire on va aller au-delà de 6000 mètres de profondeur et des températures à 450 degrés. Là, on passe dans un autre niveau en termes de challenge technique. Mais je dirais que c'est plutôt les sociétés de services, comme les sociétés type Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, qui ne sont pas des clients directs, mais qui utilisent nos produits parce qu'ils les installent, c'est eux qui les installent. Et en fait, ils voient le marché du service oil and gas, qui savent très bien qu'à terme, ça va baisser, mais ils voient une adhérence très très forte de la géothermie et une applicabilité de technologies, des outils, des instruments qu'ils ont développés pour le oil and gas. Alors bien sûr, il y a des adaptations parce que c'est plus chaud et compagnie, mais ils voient très bien qu'ils peuvent, moi je dirais que peut-être 25% dans l'avenir de leur activité pourrait devenir basée sur leur activité géothermie. Par contre, là où on commence avec certaines startups à intéresser les opérateurs, c'est quand on leur dit vous avez des puits qui ne produisent plus partout, on peut peut-être continuer à extraire de la chaleur et ça vous évite d'être obligé de les abandonner. C'est-à-dire que potentiellement une source de revenus et pas d'investissement à faire. Alors là, ils commencent à ouvrir les yeux et on commence à les intéresser. Dans ce cas-là, on met la closed loop dont je parlais tout à l'heure, effectivement avec des puissances moins importantes que la géothermie traditionnelle, mais là, il y a un potentiel énorme parce que le nombre de puits oil and gas, je crois qu'aux États-Unis, il y en a plus d'1 million disponibles qui ne produisent plus. On disait tout à l'heure que il y a je crois que c'est 7 puits sur 10 qui sont productifs dans la géothermie, donc il y a 3 qu'on peut rétrofiter avec ces nouvelles technologies. Donc le potentiel de développer cette énergie avec des investissements assez limités, aujourd'hui, elle est juste là, quoi. Donc on commence à avoir on va dire une écoute qui s'améliore jour après jour. Don, do you use those abandoned wells that you have in the United States, or you always drill your own wells? Yeah, that's a great question. One thing that I would say about drilling wells is that they are very particular about what they're drilled for. And, you know, really everything that we do at Fervo is science-based in terms of, okay, how are we going to make sure that we are maximizing the connectivity of the water to the to the heat source. So for us, it's all about surface area. And this is, I'm kind of respond to that in 2 parts to say, so it's not that those wells can't be used, but I also mentioned earlier that a lot of those abandoned wells, they don't have the right sizing, they don't have the right casing. You know, there are other issues. They're not exactly drilled into the right space because one of the things we're doing with that advanced fiber optic data that we're getting literally every 5 inches, we're getting temperature, heat, all kinds of data from all of our wells, is designing them to maximum efficiency. And that's difficult to do in a repurposed well. It's not impossible, so but difficult. So the answer is sometimes to that question. And then the answer to, you know, sort of closed loop systems versus others is, you know, it's all about that connectivity. How long is the water going to be across a hot surface, and how do you efficiently extract the heat from that? And how much does it cost you to do that? So we found at Fervo that the most efficient way to do that, that we think at the moment, although I'll be honest, we're based out of San Francisco and we're a Silicon startup, so we definitely are like,
we're VC backed. We throw out ideas all the time. Our current thinking is that the most efficient way for us to do is to do new wells in triplet systems with standardized casing sizes so that we can work with large companies like Vallourec, who are currently doing most of their business in the oil and gas space and transition them slowly into the green space, as well as the workers. And I would echo what Maximilian said in terms of the interest for the service companies in geothermal. We've found Schlumberger, H&P, Halliburton to be very interested in our projects. We actually have one of the best oil crews working with us in Nevada right now. They sent sort of their best rig and their best oil crew to do our project, and it's been really wonderful to see it, honestly. Thank you very much. Merci beaucoup à tous les trois. On va quand même prendre le temps peut-être pour une question. Je dirais juste une chose, il faut comprendre que pour moi, aucun n'est on n'est pas en compétition avec les différentes technologies. Je pense que certaines vont répondre à certains besoins et d'autres à d'autres besoins. Okay, la seule chose où on est en compétition, c'est par rapport au coût, mais les configurations vont changer pour chaque projet. Donc, il y en a où ce sera mieux et puis d'autres ce sera moins bien. Donc, d'autres gagneront. Mais je ne pense pas qu'il faille nous mettre en compétition sur une technologie plutôt qu'une autre. Il faut juste trouver les solutions et faire les projets, convaincre les gens et faire cette transition, quoi. La solution adaptée à la situation, en fait, à chaque fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, une question ici. Moi, je dois avouer que c'est un sujet qui m'a passionné dans sa préparation. J'ai encore des milliers de questions et on n'a pas pu passer tout en revue, donc n'hésitez pas. Bonjour. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a une étude qui donne les émissions furtives éventuelles de méthane que vous pouvez rencontrer dans les poches lors du forage et l'impact que ça peut avoir en termes de réchauffement climatique? Alors, pour le méthane, je ne sais pas. Je sais que Enel en Italie a fait cet impact sur le CO2 parce qu'il y a une partie qui s'échappe naturellement du sol. Mais la conclusion, alors je ne sais pas pour le méthane, mais c'est que généralement ces émissions sont naturelles et que ça n'aggrave pas les choses. Après, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais quand vous êtes en closed loop, il y a zéro risque, pas plus qu'un puits oil and gas bien fait et qui est étanche, puisque ça circule dans un circuit fermé, donc il y a absolument zéro risque en termes de gaz ou d'autres émissions. Yeah. I was just double checking that I made sure that I understood your question. So for us, it depends on where you're drilling, the temperature, and then the lithology in which you drill. And Fervo only drills with what we call binary, and our surface technology is only binary cycle, organic ranking cycle facilities, which in effect have no what we call flashing. So I think if what you're getting at is there emissions with very high temperature resources, and depending on the type of surface technology that you put, there can be a limited amount of emissions. But binary cycle organic ranking cycles such as Turboden or what Ormat uses have zero emissions. They have zero carbon emissions because in effect there is nothing being released or flashed to the surface. There's a working fluid that is completely closed within the system. Am I answering the right question, Steven? You are. Okay. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, j'avais encore plein de questions. Malheureusement, c'est fini. Donc, je vais vous dire les questions que j'avais prévues encore. Comme ça, vous pourrez peut-être venir après puis les adresser directement aux intervenants. J'avais prévu de leur poser la question aussi quels étaient les obstacles au développement aujourd'hui de la géothermie. Quels sont les risques? On en a un tout petit peu parlé, mais effectivement, il y a quand même un risque mineur, mais un risque quand même sismologique. Et puis, je voulais demander aussi à quel point on pouvait le développer sur le territoire. On y a un peu répondu, mais j'aurais aimé qu'on soit plus spécifique. On n'a pas pu l'être. Donc, si vous avez ces questions-là, venez et vous pouvez les poser directement à nos intervenants. En attendant, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur le salon ou ailleurs. Et puis, peut-être à bientôt.